Des hiéroglyphes ou d'antiques statues égyptiennes dans les réserves de nos musées, autant de souvenirs d'un glorieux passé de l'égyptologie. Dans les années 20, Bruxelles en est l'une des capitales. Bruxelles revient tout le temps dans la presse internationale comme un centre mondial de l'égyptologie où affluent les chercheurs du monde entier. Alors même que notre reine de l'époque, Élisabeth, est l'une des premières à visiter la tombe du plus célèbre des pharaons. La découverte du siècle, en fait, l'ouverture de la tombe de Toutankhamon. Un siècle après cette expédition, nous nous sommes glissés dans les souvenirs des années égyptiennes de Bruxelles à l'occasion du centenaire de l'essor d'une capitale de l'égyptologie. Au bout du pinceau de cette restauratrice, un morceau d'histoire, cette statuette funéraire, un Nouchepti, le serviteur du défunt dans l'au-delà, une pièce réalisée il y a plus de 3000 ans. Dans ce cas-ci, je me suis permis d'utiliser un pinceau doux pour simplement dépoussiérer l'objet. Je pense qu'il ne nécessitera pas un nettoyage plus approfondi. Les anciennes interventions, qui n'étaient pas du tout ce qu'on fait actuellement, ont provoqué beaucoup de dégâts sur les pièces. Alors parfois, évidemment, nous, on est amené aussi à rattraper ce genre de choses, à enlever pour des décisions purement historiques et scientifiques. Cette pièce égyptienne est l'une des 12 000 que compte le musée. Une collection débutée à la fin du 19e siècle. Et tout a commencé avec cette pièce-là. Tout a commencé avec cette pièce-là, puisque c'est le tout premier objet égyptien acheté par le musée en 1844. Et en fait, pendant une cinquantaine d'années après cette acquisition, le musée ne va pas acheter grand-chose comme objet égyptien. Ça ne fait pas du tout partie de ses priorités. Il faut attendre plusieurs décennies pour voir ces réserves se garnir, grâce notamment aux souscriptions aux fouilles britanniques, souscriptions lancées par Jean Capart, père de l'égyptologie belge et conservateur au musée. Alors ici, on a un tiroir avec des objets en faïence, qui est vraiment révélateur de la manière dont la collection égyptienne s'est enrichie, puisque si on regarde les petites étiquettes qui accompagnent les objets ici, elles se rapportent toutes à des fouilles britanniques qui ont été conduites dans la première moitié du XXe siècle. Et en réalité, à cette époque-là, le musée du Cinquantenaire souscrivait financièrement à toutes ces fouilles menées par la Grande-Bretagne en Égypte. Et la législation égyptienne de l'époque prévoyait que les objets retrouvés en fouille étaient, à la fin de la campagne archéologique, partagés en deux lots, d'égale valeur d'après la législation, mais c'est assez théorique. L'un restait en Égypte et l'autre pouvait être ramené en Europe par les fouilleurs anglais et puis redistribué auprès des musées souscripteurs. Et c'est ainsi que la collection égyptienne s'est accrue pendant plusieurs dizaines d'années de plusieurs milliers d'objets. Aujourd'hui, les réserves égyptiennes abritent 11 000 pièces, sculptures, papyrus ou même une momie à l'état surprenant. Vous n'avez jamais peur qu'elle se réveille ? Jusqu'ici, elle ne montre aucun signe de vie alarmant. Et je crois que c'est une momie très impressionnante en fait, qui date de l'époque romaine. Alors on le sait parce qu'on a trouvé une monnaie de l'empereur Vespasien en même temps que la momie, donc elle est très très bien datée et elle est dans un état de conservation très impressionnant. Elle est parfaitement conservée. Couvrir un corps humain de paillettes d'or comme ça assimile le défunt à une divinité. Les collections Égypte contiennent aujourd'hui une douzaine de momies et corps desséchés. Ici, la dépouille de la brodeuse Euphémia. Il faut que cette installation soit soumise à des conditions hygrométriques et de température aussi constantes que possible, avec de préférence non plus aussi aucun impact de lumière naturelle sur l'objet. Donc on prend toutes les précautions pour pérenniser ce type d'installation et ce type de vestige. La momie elle-même, avec les textiles qui l'environnent, a fait l'objet d'une restauration très précise il y a maintenant 4 ou 5 ans, qui ont vraiment permis de stabiliser l'ensemble des objets liés à la momie et le corps lui-même. Une momie achetée par Jean Capart en 1901, l'époque même où les collections égyptiennes se développent. La majeure partie des objets résulte alors d'achats, de dons, de souscriptions, tandis que quelques objets proviennent de la collection personnelle de Léopold II. Un cadeau diplomatique de l'Égypte au futur roi qui en fera don au musée. Au Palais Royal de Bruxelles, de cette collection, seul subsistent aujourd'hui ces statues. Après la mort du roi, en 1914, cette collection
est arrivé au musée, donc quand même plus de 200 pièces importantes, sauf 2 objets, qui étaient 2 statues de la déesse Sekhmet, qui est une déesse dangereuse pour les anciens Égyptiens, une déesse à tête de lion, qui sont toujours restées au palais, je pense, parce que ces statues étaient censées évoquer le lion belgique en réalité, à cause de sa tête léonine. Le palais royal abrite aussi d'autres souvenirs. Direction les archives du palais, qui conservent cet album de 1923, celui du voyage de la reine Elisabeth pour visiter la tombe de Toutankhamon. Le 18 février, ils sont partis vers la vallée des rois pour aller voir la tombe de Toutankhamon. Et à l'époque, je pense que ça avait un peu choqué qu'elle avait de la fourrure à son manteau alors qu'il faisait chaud. Les photographes sur place n'ont pas très bien compris pourquoi elle était tellement habillée comme s'il faisait super froid. Je comprends aussi, elle voulait se protéger contre le sable. La reine était en Belgique, à Bruxelles. Elle entendait que Mr. Carter avait découvert la tombe. Elle a tout de suite dit « Ah non, je dois y aller, je dois être là ». De ce voyage avec son fils et accompagné de Jean Capart, subsistent ces dizaines de photos, certaines prises par la reine elle-même. Ici, la voilà sortie du tombeau. La reine, quand elle sort, elle est tellement bouleversée, en effet. Elle raconte que chaque objet était encore à la même place qui lui était attribuée il y avait 3 maisons. Et donc, elle était tellement émotionnelle, tellement impressionnée, en effet, qu'elle devait s'asseoir un petit peu à côté de la tombe. Au cours de cette visite, elle reçoit aussi un fragment d'un voile de lin trouvé dans la chambre funéraire et exposé au cinquantenaire depuis 1951. Il faisait partie d'un de ces véloments lin qui surplombait le sarcophage de Toutankhamon dans sa tombe. Ça a certainement été mal vu par les autorités égyptiennes qui n'avaient pas tellement envie de voir partir à l'étranger un petit morceau, mais je crois que ça s'est fait de manière extrêmement discrète. Il faut dire que bon, c'est un tout petit morceau quand même que la reine Elisabeth a gardé précieusement comme une relique de Toutankhamon pendant pas mal d'années de son existence. Après 1923, les années passent, le musée poursuit son développement. Aussi au cours de fouilles belges, débutées à El Kab, près de Luxor, en 1937 par Jean Capart. Une ville énorme, un site vraiment important pour l'Antiquité égyptienne. Et du vivant de Capart, il va y avoir 3 campagnes de fouilles à El Kab qui vont durer chaque fois 1 mois et demi à peu près. Et toute une série d'objets à nouveau vont arriver au musée à cette occasion-là. Et la toute première année de fouilles, et même pendant les premiers jours de la fouille, Capart découvre ce fragment de statue qui est un fragment de statue du roi Amenhotep II. Capart s'éteindra en 1947. Son héritage et celui de ses confrères sera au centre d'une exposition dès la fin mars. Et je pense que la prochaine chose, c'est ici, ça. Terminer ça. Et ici, et peut-être bouger ça. La dernière vitrine descend de la matin. Alors dans la cour carrée, tout se prépare. Aujourd'hui j'ai fini vraiment tout ce côté-là. Ouais. Et je vais attaquer donc le milieu, quoi. Très bien. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de travailler sur la réalisation, la matérialisation de la scénographie. Donc on est parti de plans scénographiques et qui forment vraiment l'idée, le concept, la structure. Ça fait 2 bonnes grosses semaines, voire 3 qu'on est dessus. On a jusqu'à fin mars et fin mars l'expo ouvre. Ce que vous voyez ici, c'est une structure encore très rudimentaire évidemment, mais une structure qui va servir de présentation à tout un ensemble de cercueils originaires d'Er El Bahari en Égypte et qui ont fait l'objet d'un don au musée il y a plus de 100 ans. On va dévoiler un des cercueils. Oui. Et ces cercueils fraîchement restaurés, les voici, ceux de prêtres du dieu Amon, datés vers 950 avant Jésus-Christ. Dessus, le parcours du défunt dans le royaume des morts. Il se retrouve en présence de toute une série de divinités funéraires, comme le dieu Osiris ici, qu'on reconnaît à cette espèce de haute mitre qu'il a sur la tête, ou bien la déesse Hathor, que l'on voit ici avec ses cornes de vache sur la tête, ou encore la déesse Isis que l'on a ici et que l'on a encore ici, et qui sont vraiment tout ce panthéon de divinités que le mort va rencontrer quand il va entrer dans le royaume des morts. Sur ce couvercle des scarabées, symbole de renaissance solaire, ou encore la déesse Hélé.
qui est la déesse Nout, qui est la déesse du ciel, puisque là encore une fois, la défunte doit s'assimiler au soleil, donc voyager à travers le ciel et obtenir la protection de la déesse Nout, qui représente la voûte céleste. Bonjour Stéphanie. Ah, bonjour Luc. Retour chez la restauratrice en pleine préparation de l'exposition. Je suis un peu en train de réaliser concrètement les vitrine par vitrine, le scénario, donc de donner la disposition des pièces en fonction des dimensions de vitrine. C'est ça, module par module. Ouais. Voilà, module par module, section par section, et donc j'avance au fur et à mesure du plan de la scénographie. Concrètement, on travaille sur les pièces. Donc nous, on établit avec l'équipe qui va réaliser les socles, la manière dont les objets doivent être accrochés en fonction de leur fragilité, de leur poids, simplement de leur forme. Forcément, on ne va pas disposer un vase de la même manière qu'une stèle ou qu'une statuette. Depuis plus d'1 an, ils sont des dizaines à préparer ce qui sera sûrement l'expo événement de l'année 2023, comme un clin d'œil au siècle dernier et ses découvertes, ses histoires et ses personnages qui ont à leur manière inscrit Bruxelles dans les hiéroglyphes.